Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que je trouve particulièrement intéressant, c'est le Crucial BX300. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un SSD qui a quelques caractéristiques assez intéressantes pour un SSD pas cher, un SSD bas de gamme. Il s'agit d'un SSD qui est encore en MLC. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. De nos jours, les SSD ont tendance à faire la course à qui peut stocker le plus et non pas à qui est le plus résistant et à qui est le plus rapide. En gros, ce qui se passe, c'est que les SSD font la même chose que les cartes micro SD ainsi que les cartes SD tout court et les clés USB et ce genre de trucs. Ils essayent de créer des composants qui soient les moins chers possibles pour stocker le plus possible. Le problème, c'est que ça diminue leur durée de vie. Vous avez des cases qui contiennent des charges électriques à l'intérieur d'un SSD, c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, dans toutes les puces flash, c'est-à-dire dans les clés USB, les cartes SD, tous ces trucs-là, vous avez des cases, enfin des petites... on va appeler ça des petites bulles dans lesquelles vous pouvez mettre un petit peu d'électricité dedans. Et en gros, vous pouvez mettre un certain nombre de volts. Et le truc qui se passe, c'est que s'il n'y a rien dedans, ça équivaut à 0. Si c'est rempli, ça équivaut à 1. Et ça, c'est le SLC. Le MLC, si c'est rempli un petit peu, ça équivaut à 1. Si c'est rempli pas du tout, ça équivaut à 0. Toutes les variantes de 1, 0, 0, 1, 1, 1, etc. et 0, 0. En gros, ça peut stocker 4 états de charge par case. Et les TLC, c'est la même chose, mais avec encore plus. Et les QLC, qui sont sortis il y a quelques temps, ce sont des puces qui permettent de stocker encore plus. Dans la même case, il y a je ne sais pas combien d'étapes de charge. Et le problème, c'est que ces petites cases, elles se déchargent avec le temps. Et donc, du coup, quand il y a que 4 états, c'est pas trop grave. Quand il y en a 2, c'est pas trop grave. C'est même pas grave du tout, parce que bon, il y a une grosse marge. Mais quand il y en a je ne sais combien, eh bien, c'est très facile qu'un état glisse vers l'état suivant, l'état en dessous, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les données ont été corrompues. Et plus un SSD est usé, et plus ce glissement, en gros, plus cette décharge progressive va se faire. C'est-à-dire qu'en gros, le problème avec les SSD actuels, c'est que, eh bien, si vous le laissez, il peut fonctionner parfaitement bien, mais si vous le laissez éteint pendant 6 mois, eh bien, il y a des chances qu'il soit complètement corrompu après les 6 mois, alors qu'il marche parfaitement bien en théorie. C'est le gros problème qu'on a, en fait, avec ce genre de composants, enfin, avec ce genre de machine, c'est que, en gros, l'usure correspond à une perte de données. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il marchera plus, mais ça voudrait dire qu'il perdra la boule, quoi, en fait. Donc, le truc, c'est que nous avons, dans ce SSD, un SSD de type... un SSD de type MLC, donc ça c'est un type qui est, on va dire que pour le bas de gamme, il existe presque plus. D'ailleurs, le BX200 de chez Crucial, qui avait avant, était un SSD de type TLC sur des NAND planaires, c'est-à-dire en gros, bon, c'est assez compliqué à comprendre, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que récemment, il y a aussi eu une autre chose qui s'est produite, il y a une autre découverte qui s'est produite dans les SSD, c'est qu'on est passé de NAND planaires, c'est-à-dire en gros, vous avez des couches. Vous avez une couche de composants dans le produit, quoi, qui est très fine. Et ensuite, on a inventé les NAND 3D ou les VNAND. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des composants qui sont plus épais. Donc, ça veut dire que gravé avec la même densité, c'est-à-dire gravé avec la même machine, c'est-à-dire fabriqué avec le même procédé de fabrication, eh bien le truc est plus épais malgré qu'il soit aussi dense. Parce qu'en fait, bon, c'est difficile à expliquer, mais en gros ces composants-là sont des composants qui prennent une certaine surface. Vous voyez à peu près cette taille-là. Je vais le démonter d'ailleurs, si vous voulez, je vais vous montrer ça. Donc ce sont des composants qui prennent une certaine surface. Et le problème, c'est que cette surface-là, elle est limitée en taille. Donc ce qu'on s'est dit, c'est et si on les empilait, quoi, en fait. C'est plus ou moins ça. Donc on les empile, et en plus de ça, il y a certains, on a réussi à les épaissir, les empilements. Donc ça permet d'obtenir un résultat qui est que, eh bien, dans la même taille, comme ça, eh bien, vous avez des composants qui ont des cases, en gros, ces petites bulles qui sont plus grosses. C'est-à-dire que fabriquer avec le même processus de fabrication, une planaire en MLC sera équivalente à peu près en termes on va dire, de durée de vie à une 3D NAND, c'est-à-dire une non planaire, mais en TLC. Donc si vous avez suivi un petit peu le truc, c'est que ça permet d'augmenter la durée de vie en fait. Et là, ce que vous avez dans ce SSD, c'est que vous avez un truc qu'on trouve nulle part, enfin à ma connaissance, à part chez les SSD Intel. Ce sont, non peut-être aussi chez certains Samsung, les Samsung Pro, là les chers. Sauf que là c'est un pas cher, c'est un bas de gamme qui a ça. C'est qu'il a de la 3D NAND, de la VNAND, tout en étant en MLC et non pas en TLC.
Ce qui veut dire qu'en gros, vous avez à la fois les avantages du MLC, et les avantages de la 3D NAND combinés dans un truc qui coûte moins cher qu'un SSD d'à peu près 500 gigaoctets en TLC en fait. Le Crucial MX300 par exemple est en TLC VNAND et contient à peu près la même taille, c'est-à-dire 512 gigaoctets, un truc comme ça, à peu près au même prix. Ce qui est assez... Alors moi personnellement, là pour une fois, c'est le bas de gamme qui a l'air plus intéressant que le haut de gamme. La seule différence qu'il peut avoir, c'est une résistance aux coupures d'électricité, c'est-à-dire si vous le débranchez direct pendant qu'il est en train d'écrire, ce qui se passe, c'est que des fois, les données ont tendance à... les dernières données ajoutées seront corrompues, quoi, parce qu'ils seront en cache au lieu d'avoir été réécrits comme il faut. Bon, il a une résistance qui est banale, comme pratiquement tous les SSD, celui-là, sauf que le MX300, lui, il a une résistance plutôt exceptionnelle à ce genre de truc, c'est-à-dire qu'en fait, il a une sorte de gros condensateur qui va faire en sorte que même débranché, le truc va terminer de copier toutes les données et puis ensuite pouf ce sera fini. Ce qui n'est pas le cas de celui-là il a une résistance normale de pratiquement tous les autres SSD de toutes les autres marques que vous pouvez trouver dans les SSD en dehors des versions pro quoi, c'est-à-dire en dehors des SSD Intel super cher et le MX300, il n'y a pas de SSD pas trop cher qui contient cette technologie qui permet de tout stocker avant. En tout cas, il y en a très peu. Bon pendant que je le démonte, regardons ce que fait ce SSD en vitesse d'écriture et de lecture. Comme vous le voyez, c'est plus ou moins le max d'un Serialata standard actuel. Donc c'est aussi bien que n'importe quel SSD. Et au niveau des latences, c'est tout à fait honnête. Il n'y a vraiment rien à dire. En gros, en termes de performance, et c'est là aussi que ce SSD se distingue, c'est pas que au niveau de l'endurance, au niveau de la durée de vie, c'est que les performances sur les SSD bas de gamme sont en train de devenir pas terribles parce qu'ils utilisent en gros deux composants en TLC vous voyez, regardez, voilà comment c'est fait, vous voyez que vous en avez 4, vous avez 4 canaux. On pourrait obtenir en TLC la même chose avec seulement 2 canaux. Alors 2 canaux, ça veut dire en gros qu'au lieu d'utiliser 4 puces en même temps pour copier les données dedans, donc ça permet d'aller 2 fois plus vite, vous avez utilisé que 2, alors du coup ça va 2 fois moins vite quoi. Et ça c'est un petit peu le problème de certains SSD bas de gamme actuellement, c'est que ils sont rapides au début parce que ça remplit le cache d'abord et ensuite ils perdent en vitesse. Comme vous l'avez vu dans mes tests, vous avez vu que plein ou vide, parce que j'ai fait le test une fois qu'il était rempli, le SSD a les mêmes caractéristiques au niveau de la vitesse. Alors que vous prenez ne serait-ce que même un Samsung Evo, c'est-à-dire ceux qui utilisent de la TLC et pas de la MLC, même si ce sont de très bons disques durs en TLC, une fois qu'ils seront remplis à fond, ils chuteront en écriture à 200 mégaoctets par seconde. C'est pas particulièrement grave non plus, parce que les SSD se distinguent surtout par leur latence, mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Là, en l'occurrence, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes en présence d'un SSD qui utilise en gros des procédés, on va dire, de fabrication qui sont plutôt étrangement dédiés logiquement à des trucs haut de gamme. Alors voilà, je vous l'ai démonté complètement. Vous voyez qu'il y a 2 rangées de 4 puces, 4 puces d'un côté, 4 puces de l'autre, qui sont organisées pour être lues et écrites 4 à la fois. Un petit composant de chez Micron ici qui est une puce de RAM, ça c'est le fameux cache, et le composant qui se trouve en dessous de ce petit truc pour refroidir ici, c'est le contrôleur SSD, c'est-à-dire c'est en gros le truc qui va recevoir les commandes via le port Serialata et les distribuer sur les différentes puces et qui va ensuite, après avoir distribué ça, etc., va gérer l'usure, copier les trucs, etc., les uns ailleurs, etc., s'il voit que les données sont dedans depuis très 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 longtemps, etc. Mais malgré tout, c'est du MLC, donc ça veut dire que même si ce composant était complètement nul à chier, ce sont des puces qui de toute façon n'ont pas besoin d'énormément de management s'ils ont envie de pouvoir garder leur vitesse ainsi que de pouvoir garder les données intactes. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Donc vous voyez que maintenant les SSD, et c'est vraiment un truc qui existe depuis longtemps, vous voyez qu'ils ne prennent que la moitié de l'espace. Vraiment, ça ne prend que la moitié de l'espace à l'intérieur du truc. C'est vraiment, c'est normal, c'est normal. C'est juste parce que de nos jours,
Il n'y a vraiment pas besoin de l'espace d'un disque dur 2,5 pouces entier pour pouvoir stocker tout ça. À la rigueur, si on utilisait la même technologie que celle-là pour faire un disque dur de 2 Teraoctets, oui, ça pourrait prendre à la rigueur toute la place. Ouais, ça prendrait exactement toute la place. Alors, vous voyez ces fameuses puces, vous voyez la taille qu'elles font ? Ça, c'est la taille que fait une puce en NAND standard ou en 3D NAND, ça prend exactement la même place. La seule chose qui change, mais ça se verra pas à l'œil nu parce que c'est pas une question d'épaisseur du packaging tel qu'on le voit comme ça, quoi. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que si on pouvait l'ouvrir, le faire fondre la puce et voir comment c'est fait dedans, eh bien, c'est fait en plusieurs couches collées les unes aux autres, parce que vous voyez une seule puce là. Sauf qu'en réalité, chacune de ces puces noires, c'est en fait un empilement de plusieurs puces. Si on en est, enfin voilà quoi, c'est un empilement de plusieurs puces les unes au-dessus des autres qu'on pouvait pas faire autrefois, ce qui est pratique. Et en plus d'avoir cet empilement de plusieurs puces, ce sont des puces qui profitent, c'est pour ça qu'elles s'appellent 3D NAND, de la troisième dimension, c'est-à-dire l'épaisseur, pour pouvoir stocker plus ou pour pouvoir tout simplement être plus dense, et puis aussi bien entendu être moins fragile. Parce que ce genre de composants, et c'est pour ça qu'il y a plein de cartes de clés USB ultra bas de gamme de nos jours, qui grillent alors qu'elles ont même pas un mois ou des trucs comme ça, c'est parce qu'ils utilisent des techniques QLC, c'est-à-dire en gros ils stockent énormément dedans, et au bout de genre 10 écritures ou un truc comme ça, quand la puce a un défaut, et ben là, elle est directement morte. Alors que là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que vous avez carrément une de ces puces, si ce n'est pas deux, je ne sais pas, qui est dédiée uniquement à la copie de sauvegarde. C'est-à-dire qu'il pourrait y en avoir une qui est grillée à 100%, eh bien le SSD continuera à fonctionner exactement comme neuf. Donc en gros, ça permet de pouvoir faire en sorte que, en termes de fiabilité, si vous tombez sur une puce qui a un défaut, eh bien c'est comme s'il y avait zéro défaut, quoi, en fait. Et vous avez vous avez ça, ainsi que le fait que ce soit mieux géré avec un contrôleur, etc. Donc s'il y a une puce qui est plus lente que les autres, ça va utiliser les autres en priorité, ce genre de truc. Enfin bref, en gros c'est assez intelligent comme truc, et c'est ça qui le différencie d'une clé USB, mais ce sont les mêmes puces que sur une clé USB. Les clés USB utilisent les mêmes puces, sauf que, comme je le disais, elles les poussent à leur maximum en termes de densité. Ils utilisent des puces qui ont la même taille, la même forme, etc. Sauf que dedans il n'y a qu'une seule couche, c'est en planaire au lieu d'être en 3D NAND parce que c'est moins cher à fabriquer, et ils les utilisent en QLC, alors que franchement, s'ils utilisaient les mêmes puces dans un SSD, ils les utiliseraient même pas en MLC parce que c'est de la grosse merde. En gros, ils utilisent les rejets des puces pour fabriquer des SSD pour créer des clés USB, certaines marques. Et je pointe du doigt SanDisk, avec leurs clés USB les moins chères. À une époque, c'était clairement les rejets des puces foireuses pour les SSD. Et leurs SSD les moins chers étaient clairement les rejets des puces foireuses qu'ils utilisaient pour les SSD plus haut de gamme. Et je trouve que la technique utilisée par Crucial et par Intel, en l'occurrence, vu que les puces sont fabriquées par Micron, Intel, etc., Crucial, en réalité, ce qui se passe, c'est que ce sont des puces Micron. On voit le petit M dessus, et Micron travaille avec Intel, ou peut-être travailler avec Intel, Non, il me semble que c'est encore le cas, pour fabriquer ces puces, les concevoir, etc. Et donc, le truc qui se passe avec ces fameuses puces, c'est que au lieu d'avoir fait ce que font certains constructeurs, c'est-à-dire, allez, on prend les mauvaises et on fait une gamme inférieure qui soit moins solide, et plus lente, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les puces. A priori, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Je suis pas certain, mais franchement, tout le monde s'accorde à penser que ça doit être comme ça que c'est fait, parce que c'est logique en même temps. C'est qu'ils ont des puces 3D NAND qui auraient pu aller dans un MX300, sauf qu'elles étaient un petit peu moins bonnes que les autres. Alors du coup, dans le doute, ils les ont foutues en mode MLC au lieu d'en mode TLC, ce qui fait que elles sont plus rapides et plus endurantes. Et voilà, donc ça c'est une bonne façon de recycler les puces. Au lieu de recycler les puces en les mettant dans des sous-produits, etc., et en les rendant encore plus facilement usables et grillés directement, utilisons-les non pas avec la méthode qui les use les plus vite, mais avec la méthode qui les use les moins vite. Et voilà, donc du coup ils ont fait ce SSD qui a en gros tous les avantages du haut de gamme, tout en étant pris à un prix de bas de gamme. Alors ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Parce que je vous le dis, c'est pas évident, ou je sais pas quoi, ce que je vous ai dit juste avant pour ceux qui connaissent. Mais pour ceux qui connaissent pas, vous ne savez pas à quel point c'est difficile maintenant de trouver des SSD convenables sur le marché à bas prix. Parce que les bas prix, autrefois, ils étaient généralement avec les mêmes technologies que les chers. Et le problème, c'est que maintenant, c'est plus du tout le cas. Les
cher et tout ça. En gros, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut énormément de capacité. Genre, il faut prendre un 2 Teraoctets pour se retrouver avec les performances d'un SSD de 256 gigaoctets autrefois. Ce qui est un petit peu ridicule, mais voilà, c'est le cas, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est voilà, parce qu'il faut plus de puces pour pouvoir les mettre en quad channel, en gros, en RAID 0 avec 4 trucs, en gros. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, il faut plus d'espace pour pouvoir faire ça, et plus d'espace pour que aussi ça soit plus endurant, parce que bien entendu, on va stocker pas forcément moins dessus, etc., mais en gros, il y aura moins de données qui vont, enfin, ça va utiliser les puces de manière plus équitable, etc. Donc certes, ça fait autant de réécriture possible que sur un bas de gamme sur le truc, sauf que on va pas réécrire autant à moins de brasser énormément de gros fichiers de fou, quoi, avec un 2 Teraoctets, quoi, ou un truc de genre. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est un petit peu confus ce que j'ai dit, je crois qu'il y a que moi qui ai compris ce que je viens de dire à l'instant là, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que sur ce SSD, vous avez les vitesses d'un SSD 2 Teraoctets sur un 480, voire même un 240. Parce que les composants sont encore utilisés avec la méthode d'autrefois, le MLC, qui permettait d'aller plus vite. Parce que oui, ces différentes charges, vous savez, quand vous pouvez stocker différents niveaux de tension à l'intérieur d'une petite bulle, comme je vous l'ai dit, et le truc qui se passe, c'est que si vous écrivez dans une TLC ou une QLC, il doit le charger, voir si c'est à la bonne tension, etc. Ça met plus de temps. Alors que quand c'est du MLC, vous avez que quelques niveaux de charge différents, très peu en fait, donc du coup il l'écrit rapidement et hop c'est bon, il n'y a pas besoin d'une vérification grandiose pour vérifier si ça a bien été écrit, alors que dans les TLC ou les QLC, là il y a besoin de vérifier à chaque fois si c'est bien écrit, réécrire une deuxième fois parce que ça s'est pas écrit comme il faut, donc en gros il l'a chargé une première fois et il se rend compte, ah non c'est pas encore chargé assez, donc il a rempli encore un petit peu plus, ou ce genre de truc, enfin bon voilà, en gros c'est vraiment des composants beaucoup plus beaucoup plus lents, quoi, les composants en TLC. Et le fait d'avoir un MLC à ce prix-là, c'est franchement impressionnant, parce que le 480 gigaoctets là, il est trouvable dans les environs de 150 €, quoi, ce qui est vraiment pas cher du tout pour un 480 gigaoctets, teraoctets, attendez, on va pas non plus jusque là maintenant, mais enfin voilà, quoi, c'est pas cher du tout pour un 480 qui utilise des technologies équivalentes aux versions pro des SSD, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez acheter le même, qui utilise la même technologie que celui-là, mais venant de chez Intel, la seule différence qu'il aura, c'est qu'il aura une meilleure protection contre les coupures d'électricité, mais il coûtera le double pour la même capacité. Donc voilà, alors que ce sont les mêmes puces utilisées. Donc bref, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial à dire sur ce SSD ? Rien de spécial, vous avez vu que la construction est simple, hein. C'est la même construction que pratiquement tous les SSD, hein, pour information, c'est juste un petit coffrage en métal comme ça, avec dedans une carte qui est vissée au métal, etc. Bon là vous avez vu qu'ils ont mis, ils étaient même pas obligés, mais ils ont mis deux petits trucs pour faire en sorte que les composants qui chauffent le plus, c'est-à-dire surtout le composant contrôleur, ainsi que deux des puces NAND ici, c'est juste comme ça par coquetterie qu'ils ont fait ça, communiquent avec le métal pour que ça se refroidisse un peu plus, un peu mieux. Voilà, c'était pas indispensable qu'ils fassent ça, mais ils l'ont fait. Donc ça c'est sympa, ça veut dire en gros, parce qu'il y a aussi un autre problème, c'est que les TLC en utilisation chauffent plus que les MLC quand ils sont écrites. Et aussi, depuis qu'on a inventé la NAND 3D, la VNAND, ainsi que depuis qu'on a inventé les trucs qui sont en multiples couches les unes sur les autres, les puces flash chauffent plus. Parce qu'avant, ça faisait partie des puces qui chauffaient le moins. Parce que bon, ça se consomme pas beaucoup, etc., ça chauffe pas beaucoup. Mais du coup, on a augmenté la densité à mort en se disant, ah ouais, mais non, mais ça sert à rien que ça chauffe aussi peu, on a qu'à les empiler les uns sur les autres jusqu'à ce qu'on obtienne la température que fait n'importe quel autre composant de ce type-là, quoi. C'est-à-dire la température qu'aurait un composant de type une puce de mémoire vive, un truc de ce genre, par exemple. Et donc, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ce SSD, les puces montent à 60 degrés quand il est écrit en permanence pendant une longue période de temps. C'est-à-dire en gros vous l'écrivez du premier kilooctet jusqu'à la toute fin, quoi. Vous le remplissez, puis vous l'effacez, puis vous le remplissez, puis vous l'effacez, puis vous le remplissez. La température auquel il monte au maximum, c'est à peu près dans les 60 degrés. Et franchement, ça veut dire en utilisation vraiment ultra abusive, quoi. Donc ils ont mis ces petits machins, mais c'est pas dramatique parce que ce genre de composant peut
monter jusqu'à 80 sans problème, c'est pas grand chose. Donc voilà, sincèrement, très très bonne surprise ce SSD, et j'ai même presque envie de dire qu'il est plus intéressant que les MX quelque chose, sauf si vous avez envie d'un stockage de 1 Teraoctet ou plus. Mais en tout cas, celui à 180 Go coûte moins cher que le MX300 à 512 Go à peu près, un truc du genre. C'est-à-dire qu'en gros, ça contient pratiquement la même chose. Sauf qu'il y en a un qui est en MLC et l'autre qui est en TLC. Donc personnellement, j'irais plus sur celui-là si vous visez les à peu près 500 gigaoctets. Alors que l'autre, c'est plutôt intéressant pour les 1 Teraoctet, 2 Teraoctets, ce genre de choses. Donc voilà, sinon il est fourni avec ce petit machin pour pouvoir faire en sorte qu'il fasse la bonne épaisseur si vous le mettez dans un ordinateur portable, parce que certains ordinateurs portables, il va bouger dans le truc si vous n'avez pas ça, et beaucoup de constructeurs ne le mettent plus avec, donc c'est bien dommage. Et il vient aussi avec, un petit truc pour expliquer comment l'installer, etc. Leur site internet est plutôt bien fait sur ce genre de truc. Il explique, le site internet de Crucial, surtout pour la RAM, a une fâcheuse tendance à être vraiment intéressant quand il s'agit de choisir quel type de RAM va avec quel type de carte mère, parce qu'ils ont une sorte de petit logiciel pour rechercher. Et là, premier arrivé, premier servi, prenez le code machin chouette pour Acronis True Image, qui est un truc qui permet de copier par exemple votre disque dur standard sur votre SSD si vous avez envie de remplacer sur votre ordinateur portable par exemple. C'est un truc pour faire un backup quoi, en gros un backup image de Windows. Alors c'est vachement intéressant comme programme, même s'il existe plein d'alternatives gratuites, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ça. Moi ça m'intéresse pas parce que moi j'utilise ce que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire des lignes de commande DD sous Linux, donc voilà, où je pourrais utiliser le gestionnaire de disque avec l'interface graphique si je voudrais, mais bon voilà, moi j'ai pris l'habitude de faire comme ça depuis la nuit des temps, mais donc du coup ça m'intéresse pas ce programme, donc si vous voulez le prendre, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial à dire ? Rien du tout, vous avez vu le packaging, rien de spécial à dire. Le packaging ainsi que le SSD lui-même ressemble beaucoup à ce que j'ai pu avoir sur le MX200 précédemment. J'ai pas encore fini de le remonter, j'avais oublié, donc voilà. Et je pense que j'ai plus rien de spécial à dire maintenant. Je crois que je vous ai fait un petit topo sur les SSD aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut dire que les SSD, ils ont jamais été aussi fragiles que maintenant. C'est pas non plus si grave que ça pour la plupart des utilisateurs, mais ça veut dire surtout que si vous prenez un SSD bas de gamme, genre 250 gigaoctets ou un truc comme ça, voire moins, genre 128 ou des trucs comme ça, et que vous le trouvez en TLC, c'est pas du tout, et surtout ce sera de la TLC planaire généralement, c'est ce qu'ils font chez la plupart des marques pour leur modèle bas de gamme, vous aurez vraiment des SSD de merde quoi, je vous le dis tout de suite, et ça c'est vraiment le seul SSD ou presque que l'on peut trouver actuellement qui est vraiment pas cher, qui utilise des technologies en gros qui sont même meilleures que celles des SSD pas chers d'il y a 2 ans. Alors que si on regarde la majorité des SSD premier prix, ils se retrouvent à être des SSD avec, on va dire, du plomb dans l'aile dès le départ, quoi. C'est un SSD d'il y a 2 ans qui est déjà usé comme un SSD qui a 2 ans, quoi, en fait. Donc voilà, je sais pas trop s'il y a d'autres bons plans de ce type-là dans les SSD aujourd'hui, mais avec une recherche quand même assez importante, je n'ai pas trouvé mieux jusque-là, donc je vous dis... si vous voulez, voilà, vous pouvez prendre ça. C'est une bonne affaire à mon avis, et voilà. Bon, en tout cas, c'était déjà le cas des MX200 précédemment chez Crucial, qui avaient été bradés à une époque, là, où c'était des MLC, mais des MLC planaires cette fois-ci. Là, c'est carrément du MLC, comme je vous l'ai dit, 3D Nantes, donc c'est même certainement mieux que l'ancienne gamme haut de gamme de Crucial qu'il y avait la dernière, il y a maintenant 1 an ou 1 an et demi. Donc voilà, je crois que j'ai plus rien de spécial à vous dire, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!